Il faut que je vous parle de mon enfance. Alors déjà, bonjour, on n'est pas chez les porcs. Puis, je suis pas ton psy, mec. Quand j'étais petit, je jouais énormément aux jeux vidéo, de Pokémon aux Sims en passant par Megaman. Oui, je suis vieux, ferme ta gueule. Cependant, par manque d'argent notamment, je devais me cantonner, très bonne blague, à rejouer sans cesse au même jeu, passant à côté de nombreuses perles qui me faisaient pourtant de l'œil. Aujourd'hui, j'ai grandi. De pas beaucoup, mais j'ai grandi. Et j'ai la possibilité de réaliser ce que je souhaitais étant gosse, à savoir jouer à tout ce que je voulais. Cependant, les faits sont là, même si j'ai le sentiment d'une plus grande liberté de choix, je ne termine tout simplement pas une partie non négligeable de mes jeux. Pourtant, ce ne sont pas forcément des jeux que je trouve mauvais, simplement que je n'ai pas assez de temps à leur consacrer. En d'autres termes, je les trouve trop longs. Comme... Si tu fais cette blague, je t'étouffe avec du fer pilé, je t'arrache les couilles avec tes dents et je les jette en pâture à des grizzlies. Commençons l'épisode. Les jeux vidéo deviennent trop longs. C'est une phrase qui peut faire tiquer, après tout on serait en droit de se dire « plus c'est long, plus c'est bon ». Et beaucoup de gens sont en effet dans l'attente d'un rapport quantité-prix convenable lorsqu'ils se procurent un jeu. Après tout, il s'agit d'un médium qui coûte cher, très cher, et on est en droit de s'attendre à ce qu'il nous occupe suffisamment longtemps. Et vous comprendrez bien que je ne dis pas cette phrase au hasard, et si je la balance comme si c'était une bonne grosse vérité totalement objective et factuelle, c'est que ça l'est. Donc garde tes insultes dans un coin de ta tête, on y reviendra plus tard. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Alors, Pacito ? Despacito. Ok. À une certaine époque, les jeux n'avaient pas une durée de vie pharaonique, et pourtant coûtaient... oui, la peau du cul. Mais c'est dans les salles d'arcade que le jeu vidéo s'est vraiment démocratisé auprès du grand public. Et les jeux y étaient courts, les parties se comptaient en minutes pour quelques crédits, d'une part car il s'agissait d'un lieu public et que de nombreuses personnes souhaitaient tester la bête, mais surtout, c'est bien connu aujourd'hui, pour des raisons économiques. Les jeux possédaient un pic de difficulté monstrueux dans le seul but de faire perdre le joueur afin qu'il puisse laisser sa place ou remettre quelques piécettes dans la machine. J'aborderai la question de la difficulté un autre jour. Il s'agit certes d'un sujet plutôt d'actualité avec les nombreux débats qu'a suscité la sortie de Sekiro, mais j'ai pas que ça qu'à foutre, et j'ai pas d'excuses, merde. Justification intéressante, même si tu viens tout de même de parler malgré toi de la difficulté de Sekiro. Et maintenant que j'ai les mots-clés pour pouvoir être en tendance, fermons cette parenthèse. La difficulté dans les jeux vidéo est en effet ce qui permettait de rallonger artificiellement la durée de vie. La plupart des jeux pouvaient se finir en moins d'1 heure une fois maîtrisés. Et cela, les joueurs s'en sont contentés pendant une petite période. Puis quand le jeu sur console de salon a fini par se démocratiser, un système révolutionnaire a fini par apparaître, la sauvegarde. Car oui, si nos vieux actuels ont rarement vu plus loin que le niveau sous-marin des Tortues Ninja sur NES, Ta langue a fourché, non? c'est tout simplement car il n'était pas possible de maintenir sa progression dans le jeu sans garder la console allumée pendant potentiellement plusieurs jours. Avec tout ceci, les développeurs ont commencé à affiner leur courbe de progression, afin de ne plus frustrer les gamers qui commençaient à comprendre la douille que pouvait représenter la difficulté. La durée de vie a enfin commencé à devenir un critère de jugement d'un jeu, et même un critère essentiel. Dès la sortie du premier numéro de Console Plus, un magazine de jeux vidéo, les journalistes louaient dans le test de Might & Magic en 1991 sa durée de vie plus qu'honorable, encore heureux vu le prix. Et cette prise en compte de la durée de vie d'un jeu a parfois donné des absurdités comme le test de Gamecult donnant un 5 sur 10 au désormais cultissime Portal, ou encore jeuxvideo.com attribuant à Rez la note de 6 sur 20. Mais est-ce réellement une absurdité ? D'un côté, il est vrai que lors de la critique d'un film ou d'un livre par exemple, la longueur de l'œuvre n'aura qu'un impact minime sur son évaluation. Cependant, les joueurs ont un rapport beaucoup plus pragmatique avec le jeu vidéo. Certains s'attendront même à un rapport quantité-prix plutôt élevé, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Comme j'ai pu le dire, le jeu vidéo ça coûte cher, très cher, et certains joueurs n'ayant que peu de moyens pourraient l'avoir mauvaise de débourser 60€ pour un jeu fini en une petite après-midi. Et oui, malgré les efforts manifestes des développeurs, on revient de loin je vous rappelle, la question de la durée de vie a longtemps été sujette à débat, et jusqu'à pas si longtemps, le jeu vidéo a été considéré comme trop court. La durée de vie moyenne des jeux s'allongeait bel et bien, comptez par exemple une 50aine d'heures pour terminer Final Fantasy XIII contre une 15aine d'heures seulement pour venir à bout de Chrono Trigger ou Final Fantasy I. Mais le jeu vidéo est un média vraiment jeune, et il était encore en pleine évolution même durant la génération PS360, et la démocratisation du jeu en ligne a aussi dans un sens pas mal affecté les campagnes solo. Si bien que les gens se sont longtemps plaints que la durée de vie des jeux vidéo était trop courte. Malgré des tas de contre-exemples, il est vrai qu'une majorité des jeux avaient une durée de vie avoisinant la dizaine, parfois même les 5 heures. Et ce n'est pas pour rien, les jeux étaient plus faciles, plus courts, afin de s'assurer que la plupart des joueurs accèdent à la cinématique de fin, et puissent avoir envie d'acheter la suite. Pourtant, c'est en 2010 que la tendance semble virer de bord, et difficile de trouver des articles de gens se plaignant de la durée de vie des jeux vidéo après cette période.
C'est en effet à ce moment que les jeux vidéo en dématérialisé explosent. Oh mon dieu, c'est une bombe! Et des bombes, on en trouve sur le marché du jeu dématérialisé. Des jeux comme Limbo ou Journey sont acclamés par la critique et les joueurs, et ce, malgré une durée de vie entre 2 et 4 heures. Aujourd'hui, un jeu court permet à une plus grande partie des joueurs d'en voir le bout, sans pour autant que cela ne nuise à ses réceptions critiques. Et pourtant tu te retrouves là comme un connard à nous raconter que les jeux sont trop longs. Alors tu as intérêt à avoir une bonne explication. Bien réjouis-toi, car je le maintiens. En soi, vous devriez être une grande majorité à me dire qu'il s'agit d'un faux problème, qu'après tout, avoir beaucoup de contenu est loin d'être un mal en soi. Bien au contraire, que quand un jeu est bon, il est normal de vouloir en profiter un maximum. Et c'est d'ailleurs ce genre de discours que tient le responsable étude utilisateur d'Ubisoft, Yann Bijou. C'est très moche les blagues sur les noms comme ça. Oh. Yann Bijou donc, qui nous dit qu'il n'a jamais vu de joueur se plaindre qu'un jeu était trop long. Bon bah déjà, y a moi, Mégalo. mais je suis loin d'être le seul à le penser, de nombreux articles ont même déjà abordé le sujet. Il suffit pour cela de se référer aux chiffres disponibles sur la plateforme Steam, ou bien grâce aux achievements disponibles sur console de salon. Et on peut vite se rendre compte qu'une large majorité de joueurs ne terminent pas ces jeux. 2/3 en moyenne. Et ces chiffres se basent sur des œuvres unanimement acclamées par la critique et les joueurs comme The Witcher 3. Tout ceci en omettant bien sûr ceux qui renoncent à l'achat en amont par peur de ne pas trouver le temps de s'y investir. Alors cela pourrait suffire à justifier que les jeux deviennent trop longs, sauf que ce n'est pas suffisant, on a besoin de procéder de manière méthodique, suspendant notre jugement, et essayer de comprendre pourquoi les gens ne finissent plus leur jeu. En effet, il faut se rendre compte que si le jeu vidéo est un médium relativement jeune, les joueurs, eux, ont tendance à vieillir. Oui, c'est con dit comme ça, mais il faut savoir que pendant longtemps, il s'agissait d'un produit destiné à un jeune public en moyenne. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 34 ans, et par conséquent, une plus large majorité des joueurs sont des adultes. Or, contrairement à ce que Télématin semble le croire, beaucoup de ces joueurs ont un travail, une famille, ou potentiellement d'autres occupations, et n'ont donc plus de temps à consacrer au jeu, contrairement à un collégien par exemple. C'est en effet mon cas, depuis que je suis dans cette situation plus que confortable dont je vous parlais dans l'intro, eh bien je joue moins à mes jeux, je les bâcle afin de pouvoir en faire un maximum. Il se trouve aussi qu'en dehors du jeu vidéo, j'ai d'autres passions comme le cinéma, le théâtre, la BD, l'alcool, la drogue, le sexe ou le kidnapping d'enfants chinois. Ah, c'est pour ça que tu fais plus de vidéos ces temps-ci. Par la suite, si les jeux ont évolué, les attentes des joueurs ont également suivi. Car oui, je vous entends, vous spectateurs, maugréer que « Oui, la durée de vie c'est subjectif, oui, on n'a pas les mêmes attentes, oui, j'ai de graves problèmes d'élocution, faudrait que je pense à consulter... » Et vous auriez raison, bande de petits filous. Tout du moins en partie. Car là, on ne parle plus pour moi de durée de vie, mais tout simplement d'ennui. Nous sommes devenus bien plus exigeants, et par conséquent, il est normal que nous arrêtions un jeu, non pas par manque de temps, mais tout simplement car il n'a pas réussi à suffisamment nous intéresser. Et cela reste lié à la répétitivité d'un jeu. Nous attendrons d'un jeu possédant une faible boucle de répétitivité à ce qui ne dure pas trop longtemps, afin de ne pas finir par nous lasser. Un jeu TPS comme Binary Domain, par exemple, nous permet de tirer sur des méchants, le tout en y mêlant des éléments de gameplay inspirés de Resident Evil 4 ou Gears of War. Le jeu possède une durée de vie convenable de 8-9 heures, convenable car il possède une certaine répétitivité, qui risquerait de lasser le joueur. Ajoutez à cela une trentaine d'heures, remplacez les robots par des aliens, et vous obtenez Mass Effect 2, qui non content de supprimer une grosse partie exploration du premier opus, se permet de doubler sa durée de vie pour un gameplay plutôt pauvre, que le troisième opus aura eu le mérite d'enrichir. Alors pourquoi c'est celui qui a le plus haut taux de complétion de la licence, bordel à cul? Mais calme-toi, mon dieu! Mais l'ennui ne dépendra que du joueur. Il est normal que s'il n'accroche pas à un jeu et finit tout simplement par se lasser, il ne continue tout simplement pas l'aventure. Cela ne dépendra donc pas de la durée intrinsèque du jeu. Si je me prends en exemple, je n'ai pas terminé cette daube qu'est Life is Strange. Là, tu vas avoir des problèmes. J'ai pourtant déjà terminé des jeux bien plus longs, même quand ces derniers m'ont déçu, à l'instar de Xenoblade Chronicle X. Mais avec lui, j'avais estimé que j'avais tout simplement mieux à foutre que de me forcer à continuer cette avalanche de clichés bourrés d'incohérences. Pourtant, on retrouve des résultats parfois aberrants sur des jeux pourtant acclamés unanimement par la critique. Si on prend le cas de Uncharted 4 par exemple, un jeu ayant raflé les meilleures notes avec un résultat de 93% sur Metacritic, son taux de complétion n'est que de 40%. Ces résultats sont d'autant plus surprenants qu'il s'agit d'un jeu linéaire, se finissant en une quinzaine d'heures, montrant qu'une grosse partie des joueurs a décidé d'arrêter le jeu avant la fin. Pour des jeux plus longs comme Red Dead Redemption 2 ou Assassin's Creed Odyssey, nous retombons alors dans les 20% de complétion. Et les développeurs en sont tous conscients, peu de joueurs arriveront à voir la fin du jeu. Une autre raison vraisemblable semble être l'explosion du dématérialisé et de la scène indépendante mentionnée plus tôt. En effet, depuis la naissance des plateformes Steam et du Xbox Live Arcade,
il n'y a plus besoin d'être sous la tutelle d'Actipognon ou d'Electronic Fart pour pouvoir sortir son jeu. Ta langue fourche pas mal ces temps-ci. Hein. Et une myriade de jeux de qualité à bas prix bien plus modeste a pu voir le jour. Il est donc légitime de se dire que les jeux nous paraissent plus longs, tout simplement car il y a trop de jeux. Il est vrai que... On vit une époque formidable. Tout simplement car le jeu vidéo est bien plus accessible, bien plus diversifié, que ce soit pour les joueurs qui bénéficient de jeux pas chers voire même gratuits, via aussi les soldes Steam et les Humble Bundles réguliers, mais aussi pour les créateurs qui bénéficient aujourd'hui de dizaines d'outils et pour qui il est facilement possible de mettre un jeu sur les différentes plateformes de téléchargement disponibles, les plus talentueux et chanceux étant même mis en avant durant les gros événements tels que l'E3. De ce fait, il y a tellement de jeux qu'il est impossible de trouver du temps pour faire tout ce qui nous intéresse. D'autant qu'à cause des packs mentionnés plus tôt, il est fort probable que vous vous retrouviez avec des jeux qui ne vous intéressent pas, que vous lancerez peut-être une fois pour la forme et basta, diminuant ainsi drastiquement le taux de complétion des jeux. Seulement voilà. Vous aurez bien remarqué que je n'ai nullement prouvé que les jeux devenaient réellement trop longs, juste que le marché changeait et que des tas de raisons différentes justifiaient cette augmentation du nombre de jeux non terminés. Pourtant, il s'agit de nouvelles problématiques auxquelles les développeurs ont eu la brillante idée de répondre en faisant des jeux plus longs. Vous ne voyez pas le rapport ? Bah si, il est là. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je l'ai appelé Lewis. Mais même toi, t'as pas de nom ! Parce que tu me l'as jamais demandé. C'est vrai. Excuse-moi. Pour faire face à cette évolution... Hey ! Quoi ? Je m'appelle Bastoun. Waouh. Je pensais pas que j'en foutrais autant. Tu n'as vraiment pas de cœur, BJ. C'est vrai. Excuse-moi. Bref, cette nouvelle avalanche de jeux de plus en plus accessibles a posé de graves problèmes aux éditeurs. D'autant que certains jeux, par leurs aspects chronophages, détournaient de plus en plus les joueurs des super productions. Et une des solutions a donc été de rendre les jeux tout simplement beaucoup plus longs. Vous me demanderez où se trouve la logique, et vous répondrez dans ton cul. Vous me traiteriez de malpoli, mais le plus malpoli de nous deux, c'est celui qui coupe la parole sans me laisser finir mon explication, espèce d'immonde résidu de sperme. Je suis peut-être pas ton psy, mais sérieusement, consulte. Et les raisons sont principalement artistiques, bien entendu. Il en est fait de notoriété publique que tous les développeurs de jeux au même moment se sont dit qu'il fallait faire de grands open world, car non je déconne, c'est essentiellement économique. Économique car pour faire vendre un jeu, il faut des chiffres, des gros chiffres, qui ne signifient parfois pas grand chose, hein, mais voilà, ça fait vendre. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des jeux comme Assassin's Creed Odyssey se vantant d'être plus long que ses prédécesseurs, et qu'il faudrait une quarantaine d'heures pour venir à bout de la quête principale avec une map gigantesque et tout le tout-team. Car c'est bien connu, une longue durée de vie est gage de qualité, et ce n'est pas Resident Evil 6 qui pourra me dire le contraire avec ses 30 heures pour venir à bout de la campagne. Bah si en fait. Mais si ce n'était que marketing, pourquoi les jeux seraient-ils plus longs qu'avant ? Alors que comme on l'a vu, cela fait très longtemps qu'il s'agit d'un critère important pour les joueurs et la presse. Mais il existe une autre raison bien plus sournoise. En raison de la forte quantité de jeux disponibles, et surtout accessibles au plus grand nombre, le risque qu'un joueur abandonne une série pour une autre s'agrandit. Une des solutions trouvées est donc de garder le joueur sur le jeu, en lui proposant une immense durée de vie, des DLC payants de surcroît réguliers, et pour les jeux multijoueurs, de nouvelles saisons apportant son lot de nouveautés. Les jeux sont plus longs afin que les joueurs y restent jusqu'au prochain épisode afin de garantir un maximum le succès de ce dernier. Et tout ça je ne sors évidemment pas de mon cul, il suffit juste de voir l'augmentation du nombre d'open world / RPG sortis au cours de cette génération, ou bien l'apparition des jeux services garantissant un contenu régulier permettant de garder les joueurs jusqu'à la prochaine édition. Yann Bijou... Non mais là il y a même plus de rapport avec son nom. Bah chi. Allez, viens me faire un petit bijou. Comme je disais, Yann Bijou, encore lui, ne parle non plus de durée de vie, mais de rétention, pour qualifier la capacité d'un jeu à prolonger l'implication du consommateur. Et tant qu'on parle d'Ubisoft, il faut noter que ce sont les maîtres en la matière lorsqu'il s'agit d'ajout de contenu. Il suffit de regarder la map d'un Assassin's Creed pour se rendre compte qu'oh mon dieu c'est dégueulasse. Une formule réutilisée ad nauseam par de nombreux jeux afin de rallonger artificiellement leur rétention à l'aide de quêtes FedEx redondantes, des événements aléatoires récurrents ou des collectibles à ramasser. Et ça en devient presque risible. Spider-Man sur PS4 est un parfait exemple de jeu appliquant la recette Ubigame à la lettre. Entre les points de synchronisation, les monuments à prendre en photo, les 52 sacs à dos à récupérer si t'as demandé ce qu'il en fout, ou encore la trouzaine de millions d'événements aléatoires à la minute bordel. Au cas où le joueur s'ennuierait peut-être, hein. Il faut bien remuer les clés. Tiens, tu les vois bien mes clés. Divertis-toi, amuse-toi. Il ne se passe pas un moment où le jeu nous laisse tranquille, peinard, à juste pouvoir se balader au sein de New York. Et ça me gêne car à certains moments je souhaitais simplement pouvoir profiter du coucher de soleil en tisant ma toile sous fond de musique rappelant les premiers thèmes de Danny Elfman. Mais le jeu ne me laisse pas profiter, le jeu souhaite que je m'amuse, et ressasse donc sans cesse les mêmes événements inlassablement afin de s'assurer que je ne m'ennuie pas.
Je ne demande pas à avoir la même dose de rien que Sea of Thieves, juste que le jeu ne m'étouffe pas sous une avalanche de contenu. Et contenu est le terme adéquat justement, car il ne s'agit pas de gameplay, il n'y a rien d'intéressant ludiquement parlant, c'est juste du contenu. Et ceci est un problème récurrent dans de nombreux Ubi-jeux, résultat de cette évolution du médium. Et quand en plus le jeu te permet de raccourcir ton temps de complétion en payant ce contenu plus tôt qu'en le débloquant, cela a de quoi agacer un tantinet. Il s'agit toutefois d'une généralité, appliquée de surcroît aux superproductions et en ne prenant pas en compte les nombreux jeux indépendants cités précédemment. De très bons jeux courts continuent de sortir, tels que Devil May Cry 5 récemment. Un jeu ayant reçu moultes éloges malgré sa durée de vie scandaleuse d'une douzaine d'heures, oulala, et qui pour le coup offre une excellente durée de vie pour une toute autre raison, sa rejouabilité. Car pas besoin de rajouter 50 camps de bandits à la con pour augmenter le temps passé sur un jeu, vous foutez un bon gameplay, un système de scoring, un New Game Plus qui offre en plus de nouvelles expériences de jeu, et vous obtenez un jeu qui vous occupe de nombreuses heures sans utiliser des artifices douteuses pour augmenter sa durée de rétention. Juste car il est bon. Cette parenthèse étant fermée, on est en droit de se poser la question de si ce modèle continuera. Et j'ai tendance à dire que ça risque d'empirer. Le 19 mars dernier, Google nous a dévoilé son entrée sur le marché du jeu vidéo avec son tout nouveau service, Stadia. Une plateforme de cloud gaming permettant de jouer à n'importe quel jeu sur toutes sortes d'appareils, comme un ordinateur, un smartphone ou un frigo. Je ne ferai à partir de maintenant que des hypothèses, déjà soulevées par un doc dans la mare si ça vous intéresse. Comprenez-le, il ne s'agit que de simples hypothèses. Pour accéder au modèle Stadia ainsi qu'à tout son catalogue de jeux, les consommateurs devront payer un abonnement, vraisemblablement une quinzaine d'euros par mois selon les dernières rumeurs. Et oui, à la manière du Xbox Game Pass, nous ne payons plus nos jeux, mais un service. Ainsi, la rémunération des éditeurs ne dépendra plus du nombre de ventes, mais du CPM. Pour Cabinet du Premier ministre. Cumulative Player Minute. Merde, c'était ma deuxième réponse. Traduisible par minutes joueurs cumulés. Un système copiant celui de Spotify pour rémunérer les artistes, et prenant donc en compte le temps passé par les joueurs sur le jeu en question. Pour toucher plus d'argent, il ne faudra donc plus être le jeu le plus vendu, mais le jeu le plus joué. En d'autres termes, il faudra faire des jeux de plus en plus longs. Nous aurons donc une expansion des jeux open world, au contenu facile et aux multiples extensions, ainsi que celle des jeux services proposant du contenu régulier et laissant sur la touche les jeux solo ne se finissant qu'en une vingtaine d'heures. Oh, tu ne veux pas être positif une fois dans ta vie, immonde tas de merde. Mais... Quand bien même le modèle Stadia est un succès, cela ne mettra pas en péril les jeux plus courts de ce genre. Les récents succès de Devil May Cry 5 et de Resident Evil 2 Remake nous ont prouvé que les joueurs recherchaient ce genre de contenu. Et malgré Stadia, il ne faudra pas oublier que Sony et Nintendo resteront sur un système plus classique. Même Microsoft, qui compte se lancer dans le cloud gaming, prévoit aussi de rester sur une machine physique, car ils savent pertinemment que ce n'est pas ça l'avenir du jeu vidéo. Et je ne dis pas le contraire, hein. Personne peut prévoir l'avenir, il est tout à fait possible que Stadia obtienne un monopole total, tout comme il est possible que Google fasse un bid monumental, entraînant la chute de la boîte et son rachat par Lycos. Ouais. Mais tu restes un immonde tas de merde. En conclusion, est-ce que je pense qu'il faut arrêter de faire ce genre de jeu? Non. Je vous présentais simplement mon point de vue sur les motivations qui poussent les éditeurs à augmenter la durée de vie de manière artificielle. Cependant, je suis persuadé qu'il existe des gens qui se passionnent dans la collecte de statues et la cueillette aux champignons. Mais je voulais vous encourager à ne pas juger un jeu uniquement sur sa durée de vie, que cela pris hors contexte ne représentait absolument rien, et qu'il vaut mieux une expérience courte et intense que longue et chiante. Car plus long ne rime pas avec plus bon. Bah si. You fit me, tell me, love how you put it on. You got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the words I wanna hear. Baby, take it so we could last long. Tú eres el imán y no soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser